Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Moutot, je suis journaliste aux Échos Week-end et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à Médias en scène. Les derniers jours ont plongé Facebook dans ce qui pourrait être l'une des plus graves crises de son histoire, en tout cas une tempête du même acabit que le scandale Cambridge Analytica en 2018. Mardi dernier, Frances Haugen, une ancienne employée de Facebook, a livré un témoignage accablant sur les pratiques de la société californienne lors d'une audition au Sénat américain, basée sur des milliers de pages de documents que cette lanceuse d'alerte a emportés avec elle en quittant l'entreprise au printemps. Elle les a aussi communiqués au Wall Street Journal, qui a publié une série d'enquêtes baptisée Facebook Files en septembre. Parmi les révélations les plus marquantes, on retiendra que Facebook a conduit des études internes montrant qu'Instagram pouvait empirer le mal-être d'adolescentes déjà fragiles, que ces règles ne s'appliquent pas uniformément à tous les utilisateurs, une élite très large en étant exempte, et que l'entreprise consacre des ressources insuffisantes à la modération dans les pays non occidentaux, notamment au niveau des activités criminelles. Au final, le tout dépeint une entreprise consciente des effets néfastes de ces réseaux sociaux Facebook et Instagram, mais fermant volontairement les yeux pour ne pas sacrifier son modèle économique. Pour en discuter et évoquer cette question de la meilleure manière de réguler les contenus en ligne, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous, depuis la Californie à distance, Julie Owono, l'une des 20 membres du Conseil de surveillance, une instance indépendante créée par Facebook il y a un an. Comparée par certains à une Cour suprême, elle permet aux près de 3 milliards d'utilisateurs du réseau social de contester le retrait ou le maintien d'un contenu en ligne sur Facebook. Elle sélectionne les recours les plus ardus qui ont le plus de potentiel pour guider les futures décisions et règles de Facebook. Et les juges accompagnent aussi leurs décisions de recommandation auxquelles Facebook doit répondre mais qui ne sont pas contraignantes. Les dirigeants du réseau social peuvent aussi se tourner vers cette institution pour lui demander de l'aide. Franco-camerounaise, Julie Owono est avocate au barreau de Paris et dirige Internet sans frontières depuis 2017, une organisation qui défend l'accès à Internet et la liberté en ligne dans le monde. Elle poursuit à côté des activités de recherche aux États-Unis dans deux des plus prestigieuses universités du pays, Harvard et Stanford, où elle vient d'être nommée directrice d'un nouveau laboratoire consacré à la régulation des contenus sur Internet. Bonjour Julie Owono, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Les nouvelles révélations de Frances Haugen montrent que Facebook a conscience des problèmes de modération des contenus sur ses plateformes, mais préfère souvent les mettre sous le tapis pour des raisons économiques. Que peut faire le Conseil de surveillance face à ça ? Sert-il vraiment à quelque chose si Facebook sait déjà ce qu'il doit changer, mais refuse de le faire ? Oui, merci beaucoup pour cette question. Avant de répondre, je vais juste préciser, je ne suis plus en exercice au barreau de Paris, mais j'y étais effectivement avocate pendant un certain nombre d'années. Je suis en disponibilité. Alors, pour répondre, je vais commencer en rappelant ce que c'est que le Conseil de surveillance. C'est une entité. Certains en France parlent d'ovni juridique. Moi, j'aime beaucoup cette expression-là. Mais je pense que c'est une entité qui est indépendante et qui prend des décisions contraignantes contre les décisions de modération de Facebook. Et en ce sens, c'est une institution assez unique dans l'histoire et dans le temps présent, puisque c'est la seule organisation qui apporte véritablement en anglais, on dit oversight, mais oui, nous surveillons que nous ouvrons un peu la boîte de Pandore et la boîte noire qu'étaient jusqu'à présent les questions, les décisions de modération sur les réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Je crois que c'est important d'insister là-dessus parce que on ne se rend pas compte en étant dans ce temps où on a des informations qui arrivent très, très rapidement. Je pense que c'était important de rappeler ça. Et surtout, ce qui est important de rappeler, c'est que les décisions que nous prenons, nous ne les prenons pas sur la base uniquement des règles de Facebook, parce que comme nous l'avons dit d'ailleurs à plusieurs reprises, les règles de Facebook manquent beaucoup de clarté et de précision.
Et donc, mais nous prenons nos décisions au regard du droit international. Et je crois que cette application du droit international dans l'innovation technologique à des entreprises aussi importantes qui ont un impact aussi important sur la vie des utilisateurs que sont Facebook et Instagram, je pense que c'est unique dans l'histoire qu'une institution s'attaque à ces questions-là de ce point de vue-là. Donc pour moi, c'était très important de le rappeler. Par ailleurs, si on regarde le nombre de cas que nous avons reçus, le nombre de demandes d'appels que nous avons reçus, nous recevons des appels aussi bien de Facebook que des utilisateurs, nous avons reçu 1,5 million de demandes d'appels. Ça veut dire qu'il y a un besoin de la part des utilisateurs pour que Facebook s'explique mieux sur ces processus de modération. Et je pense qu'à travers les décisions que nous avons prises, nous avons accepté 20 cas pour l'instant. Sur ces 20 cas, nous avons pris 17 décisions. Et sur les 17 décisions que nous avons prises, elles ont toutes eu un impact sur les règles de modération de Facebook et aussi sur le niveau de transparence de Facebook. Vous parliez tout à l'heure du programme Crosscheck. Le Oversight Board, le conseil de surveillance de Facebook, a eu l'opportunité de poser des questions à Facebook sur ce programme et a permis, grâce aux questions que nous avons posées, a permis au plus grand public, parce que cette information n'était pas connue du grand public, je veux dire, à part si vous étiez expert, vous étiez journaliste et que ces questions-là vous intéressaient, c'était très difficile en tant qu'utilisateur de savoir que ce programme existait. Bien, grâce aux décisions du Oversight Board, nous avons fait des recommandations sur ce programme, nous avons posé des questions sur ce programme à Facebook. Autre élément important. Pour ceux qui ne sauraient pas que le programme Crosscheck, c'est celui qui permet d'exempter une partie des utilisateurs de Facebook des règles ordinaires de modération des contenus. Absolument. Et ce que nous avions dit à Facebook au moment où nous prenions cette décision, c'était notre décision la plus médiatique, qui est celle de la suspension d'accès au compte de l'ancien président américain. Nous avions dit à Facebook que les règles de Facebook doivent s'appliquer à tout le monde, que tous les utilisateurs doivent se voir appliquer les règles. Je donne ces exemples-là pour expliquer que, oui, nos décisions concernent des cas individuels, mais au-delà des cas individuels, le Conseil n'hésite pas à poser des questions à l'entreprise, à faire des recommandations ambitieuses pour beaucoup d'entre elles. Nous en avons fait 70 jusqu'à présent. L'entreprise doit répondre, enfin a d'ailleurs répondu à toutes ces recommandations. Les réponses varient. Ça peut aller de « nous ne pouvons pas le faire » à nous allons le faire. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont sur le point d'être faites. Mais au-delà de ces réponses-là, le Conseil continue tout de même à surveiller la mise en œuvre de ces recommandations-là et les réponses qui ont été apportées par Facebook. Nous avons créé par exemple ce que nous appelons en interne un Implementation Working Group, un groupe pour surveiller la mise en œuvre de nos recommandations. Et ce groupe-là nous aide à avoir de la lisibilité sur la manière dont Facebook applique les recommandations que nous leur faisons. Donc oui, je pense que le conseil de surveillance a apporté beaucoup de transparence dans un domaine où il n'y en avait absolument pas, dans un domaine où c'était des dirigeants derrière des portes closes de bureaux, ici à la Silicon Valley, qui prenaient des décisions alors que ces décisions impactent des milliards d'utilisateurs et d'êtres humains dans le monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite à ça, dans le sens où vous reposez quand même donc, sur les réponses de Facebook, et on voit par exemple par rapport à ce programme dont on parlait, que Facebook, vous leur avez demandé ce programme Crosscheck qui exempte donc une certaine élite des règles, combien de personnes ça concernait, ils vous ont répondu un petit nombre de cas, et on voit en fait que c'est 5,8 millions, ou un chiffre à peu près comme ça, donc c'est pas du tout un petit nombre de cas. Donc comment est-ce que la relation de confiance est toujours là ? Que faire si en fait Facebook vous donne des réponses partielles, voire mensongères ? Qu'est-ce que peut faire le conseil à partir de ça ? Tout d'abord, le travail des lanceurs d'alerte comme Madame Frances Haugen, et également le travail des journalistes, et notamment ceux du Wall Street Journal, c'est un travail extrêmement important et que le Conseil suit avec beaucoup d'attention. Suite à ces révélations, nous avons demandé plus d'explications à l'entreprise. Nous avons des entretiens avec cette entreprise, et à la suite de ces entretiens-là, l'entreprise a
nous a demandé, en fait, nous a envoyé ce qu'ils appellent Policy Advisory Opinion. Donc, ils nous ont demandé des recommandations de politique publique. Ils nous ont demandé de les aider, en fait, à réécrire leurs règles sur le programme Crosscheck. Et je pense que ça, c'est un progrès très important. Parce que quand le conseil accepte des demandes comme celle-là, ce n'est pas nous, tout seuls, nous, 20 membres du conseil, aussi divers que le conseil est. Nous sommes 20 membres qui parlent près de 30 langues, qui sont localisées partout dans le monde, aussi bien en Asie qu'en Afrique, qu'aux États-Unis, en Europe. Donc, ce n'est pas seulement le conseil qui va faire des recommandations sur à quoi devraient ressembler les nouvelles règles applicables au programme Crosscheck, mais nous allons le faire de manière transparente, en collaboration avec des organisations, avec toute personne qui y a intérêt. Pourquoi? Parce que le mécanisme de Policy Advisory Opinion Request, tel que celle que nous avons reçue de Facebook, le mécanisme veut que nous avons un certain nombre de semaines pour répondre à Facebook, et nous pouvons également solliciter des commentaires publics de la part d'organisations, d'utilisateurs, en tout cas toute personne qui a intérêt sur la question que nous devons traiter. En ce moment, par exemple, nous avons sur la table une question relative à la politique de vie privée de Facebook et comment celle-ci doit être contrebalancée face aux impératifs de modération. Et spécifiquement, nous avons été sollicités pour savoir si Facebook devait autoriser les utilisateurs à partager les adresses. Par exemple, si vous êtes un ministre, est-ce qu'on a le droit de partager votre adresse personnelle pour venir organiser des manifestations? Ça, c'est une question très importante et que nous sommes en train actuellement d'essayer à laquelle nous essayons d'apporter des réponses. Eh bien, le mécanisme sera exactement le même avec le cross-check, la demande relative au cross-check que nous avons reçu de Facebook. Nous consulterons des organisations partout dans le monde. Nous accepterons des commentaires publics d'où qu'ils viennent, partout dans le monde, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de solution facile. Quand on a l'impression d'avoir la réponse, on n'a jamais la réponse. Ce que vous pensez bien pour la France ou pour certaines catégories de personnes en France ne le seront pas pour d'autres catégories, certainement pour une majorité. Donc pour ces questions-là, c'est important de prendre du temps et c'est pour ça que le Conseil de surveillance est, je pense, un organisme important et bienvenu parce que nous pouvons prendre ce temps-là, cette réflexion-là, de réfléchir, qu'est-ce que c'est qu'un Internet, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social qui est sur lesquels les principes fondamentaux, les libertés fondamentales, les libertés individuelles pour lesquelles des milliards de personnes se sont battues tout au cours de l'histoire, qu'est-ce que c'est que comment un réseau social doit respecter ses libertés fondamentales. Et pour répondre à ces questions-là, on ne peut pas le faire en 5 jours ou à coup de réponse aux différents scandales. Non, nous lisons, nous sommes très attentifs et nous prenons aussi le temps nécessaire pour consulter toutes les parties prenantes et consulter les publics qui peuvent potentiellement être affectés par la manière dont les règles seront changées relativement à ce programme et relativement à d'autres règles de contenu que Facebook voudra bien nous soumettre. Qu'est-ce qui ressort? Donc ça fait à peu près 1 an maintenant que vous fonctionnez, ce conseil. Qu'est-ce qui ressort? Quel est le bilan au bout d'1 an? Quelles sont les décisions ou les recommandations les plus importantes? Quels sont les progrès concrets qu'on a pu voir grâce au conseil dans le fonctionnement de Facebook? Le premier progrès que je vois, c'est que cette conversation-là sur les règles de modération de Facebook, elle est publique. Il y a 2 ans, nous n'avions pas ce type de conversation. Nous avions des scandales, beaucoup de scandales, très peu de réponses de Facebook, ou en tout cas des réponses aux parlementaires américains qui n'étaient pas nécessairement satisfaisantes, en tout cas du point de vue de ceux qui suivaient ces auditions. Aujourd'hui, nous avons une conversation publique sur des questions très précises relatives à la modération de contenu. Nous avons une discussion publique sur le programme Crosscheck. Nous avons une discussion publique sur, maintenant, depuis que nous avons pris cette décision, sur est-ce que la modération de Facebook est biaisée dans le cas d'un conflit comme le conflit en Israël et en Palestine. C'est le cas d'une des dernières décisions que nous avons prises qui concernait ce conflit qui s'est produit plutôt entre Israël et la Palestine. Autre question importante que nous avions
discuté publiquement, que nous avons discuté publiquement avec Facebook, c'est quand vous luttez contre la désinformation et la mésinformation relative à la pandémie, est-ce que vos règles sont claires? Est-ce qu'on sait vraiment ce dont on a le droit de parler ou pas quand on parle du Covid sur Facebook? Aujourd'hui, je pense qu'on a quand même beaucoup plus progressé. L'entreprise a modifié ses règles récemment, notamment suite à un cas qui concernait d'ailleurs la France. Nous avons reçu un cas qui impliquait une discussion sur la réponse des autorités à la pandémie et notamment la réponse médicale, sanitaire, l'autorisation de certains traitements vis-à-vis de certains autres. Donc, nous avons une conversation publique sur le fait que Facebook a le droit ou non de supprimer les discussions relativement à des traitements contre le Covid. Ça, ces discussions-là, nous ne les aurions peut-être pas eues, et j'en suis presque persuadée. Nous ne les aurions pas eues si le conseil de surveillance n'existait pas. Une entité indépendante qui, encore une fois, poser des questions à Facebook et pousser Facebook à donner plus d'informations au public. Et beaucoup de vos recommandations tournent autour de cette idée de transparence, de clarté des règles. Est-ce que c'est vraiment suffisant ? Est-ce que ça changera vraiment les choses si on ne s'attaque pas à la question des algorithmes et du business model ? Est-ce que le Conseil essaye quand même de toucher à ces choses-là qui ne sont pas forcément dans ses prérogatives ? Alors, effectivement, sur les questions de modération et de régulation des contenus en général, il y a beaucoup à faire. Et il y a beaucoup d'aspects à la question, ce qui complexifie encore plus un problème déjà assez difficile à appréhender. Donc, je dis ça pour dire simplement que le Conseil ne peut pas tout régler. J'aimerais vraiment pouvoir apporter toutes les solutions, mais ce n'est pas possible. Par contre, ce que nous pouvons apporter, c'est, comme je disais tout à l'heure, cette incitation à la transparence et à la reddition des comptes de la part de Facebook et d'Instagram dans le processus de modération de ces contenus. Vous parliez tout à l'heure d'algorithmes. C'est vrai, le mandat du conseil de surveillance ne dit pas que vous avez l'obligation de regarder comment nous fabriquons nos algorithmes. Néanmoins, le board ne vit pas complètement exclu de ce qui se dit, de la conversation, des études qui sont produites. Et nous n'hésitons pas, encore une fois, à poser des questions à l'entreprise. Quand on parle d'algorithmes, on parle aussi d'algorithmes comment dire, non seulement on parle des algorithmes qui vous présentent les contenus, mais on parle aussi d'algorithmes qui suppriment les contenus. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, et Facebook notamment, s'appuient beaucoup sur des mécanismes automatiques de régulation. Ce que nous avons dit à l'entreprise, à l'occasion d'un cas qui impliquait en particulier une campagne de publicité, une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, c'était une image qui montrait des seins de femmes. Comme tout le monde le sait, les seins de femmes sont une très grande question à Facebook. Doit-on pouvoir laisser montrer des seins de femmes ? Pour l'instant, ce n'est pas possible au nom de la règle sur la nudité. Néanmoins, ce que nous avons dit à Facebook, c'est que, déjà, qu'il fallait, une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, il n'y a rien de plus sain à faire. Donc, la censure, en l'occurrence, n'était pas compréhensible. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce contenu avait été automatiquement identifié par une machine. Et donc, ce que nous avons dit à Facebook, c'est que c'était important déjà pour l'entreprise d'expliquer à l'utilisateur quand la machine a été utilisée pour modérer son contenu. Pourquoi c'est important de savoir cette information ? Parce que c'est différent si votre contenu a été modéré par une machine ou modéré par un humain ou plusieurs humains, plusieurs modérateurs. Donc déjà, nous avons incité Facebook à faire plus de pédagogie et de transparence sur l'utilisation des algorithmes pour modérer les contenus. Et plus largement, nous sommes, comme vous le disiez très justement, en faveur de la part de l'entreprise, d'une ouverture, je vous dis, oui, on peut dire transparence, mais j'ai même envie d'aller au-delà de la transparence. J'ai envie de dire d'honnêteté envers les utilisateurs. Et je crois que quand je dis honnêteté, c'est une transparence qui est... il y a différentes manières d'être transparent. Vous pouvez balancer des données, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Hein. Vous pouvez balancer des données que personne ne va comprendre. Ou alors vous pouvez les organiser, les expliquer, faire preuve de pédagogie, expliquer aussi quand vous vous êtes trompé,
et admettre que vous êtes trompé. Mmh. Et je crois que c'est cela que les utilisateurs aujourd'hui demandent à une entreprise comme Facebook, c'est d'avoir l'honnêteté d'expliquer ce qui se passe en interne, ce qui ne va pas, et de manière à faire en sorte que publiquement, ensemble, nous pouvons réfléchir à comment faire en sorte pour améliorer ce qui ne fonctionne pas. Et comment aider aussi l'entreprise à améliorer ce qui ne fonctionne pas. Parce que je crois que euh, Facebook a exprimé d'ailleurs, a besoin d'aide aussi pour mieux comprendre ces questions-là et mieux agir sur les questions de modération. Mais en même temps, on voit qu'ils sont au courant de certaines choses et qu'ils n'agissent pas. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort un petit peu des Facebook Files. Qu'est-ce que vous pensez des différentes solutions mises en avant par la lanceuse d'alerte, cette idée qu'il faudrait pouvoir poursuivre les entreprises, leur enlever leur immunité pour la façon dont ils ordonnent les contenus dans le fil, une autre idée de créer une agence dédiée à ces réseaux sociaux. Enfin voilà, elle a partagé plusieurs idées. Quelle est votre opinion sur ces différentes solutions proposées ? Mon opinion personnelle, mais aussi, je pense que je ne trahirai pas le message du board que nous avons publié, que nous n'hésitons pas à remarteler à chaque occasion. Le message, c'est que personne ne devrait avoir un pouvoir aussi incontrôlé sur l'habilité de s'exprimer en public, et notamment sur des plateformes sociales qui, aujourd'hui, sont fréquentées par des milliards d'êtres humains. Ce pouvoir-là ne peut pas rester dans les mains d'un groupe ou d'un individu. C'est impossible. Donc, c'est important que ce pouvoir soit effectivement contrebalancé. Il y a différentes manières de le faire. Certaines propositions sont certainement intéressantes. Ce qui nous intéresse vraiment, nous, au board, c'est d'aller de plus en plus vers une société dans laquelle la modération n'est plus une boîte noire. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Et il y a d'autres idées qui circulent. Il y a, par exemple, vous parliez de Stanford tout à l'heure. J'y suis actuellement, et un des professeurs universitaires, un professeur de droit ici, Nate Persily, qui est aussi mon directeur et collègue, a fait des propositions qui, je pense, méritent d'être aussi entendues. Une proposition notamment sur les données détenues par l'entreprise Facebook, sur l'impact de ces outils, de ces algorithmes, de ces produits sur les sociétés. Je n'ai pas envie de dire la société, parce que toutes les sociétés ne se ressemblent pas. J'ai envie de dire les sociétés, parce qu'une société dans laquelle il y a des institutions stables et fortes, comme en France, est une institution, comment dire, une société différente d'une société dans laquelle les institutions sont moins stables, comme par exemple dans des pays qui sont en conflit. Je pense à l'Éthiopie, par exemple, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, notamment dans le cadre du témoignage de Madame Hogan, et bien d'autres. Donc, je pense oui, le maître mot ici, pour moi, c'est vraiment l'ouverture et la transparence. L'ouverture de la part d'une entreprise comme Facebook, d'accepter que des regards tiers soient posés. Regard tiers, j'ai envie de dire peut-être expert, parce que tout le monde n'a pas forcément intérêt, je veux dire, un utilisateur lambda n'aura pas forcément intérêt à y regarder des données brutes de l'entreprise Facebook, mais il y a des chercheurs, il y a des académiciens qui travaillent sur ces questions-là, des scientifiques et des sociologues, des juristes, des avocats, des juges. Je veux dire, il y a tout un corps de la société humaine, un groupe de société humaine qui peuvent nous aider à mieux comprendre, pourvu simplement que tout le monde joue le jeu, y compris les entreprises qui sont concernées par les débats dont nous discutons actuellement. Pour finir, juste peut-être une dernière question en élargissant aux autres réseaux sociaux, en fait. Quelles solutions plus globalement pour tous ces différents réseaux sociaux, pour TikTok, pour YouTube, etc. Mark Zuckerberg met souvent en avant le conseil de surveillance comme quelque chose que toutes les plateformes Internet devraient déployer pour recevoir l'immunité et ne pas être poursuivies en justice. Est-ce que vous trouvez ça juste ? Alors, j'aimerais proposer à Mark Zuckerberg de déjà essayer de... Enfin, on a déjà beaucoup à faire, je pense, avec Facebook et Instagram.
Et je pense que l'important pour le conseil de surveillance, c'est de bien faire le travail qui nous a été demandé d'abord et qui est celui d'aider à mettre plus de lumière, plus de compréhension pour le public, les citoyens, sur les mécanismes de modération qui définissent aujourd'hui ce qu'on a le droit ou pas le droit de dire sur les plateformes sociales que sont Facebook et Instagram. Je pense que ça, c'est déjà beaucoup, beaucoup de travail. Mais ce qui est sûr, c'est que les citoyens ont besoin de refaire confiance à ces plateformes, toutes. Et voilà, moi en tant qu'activiste, parce que c'est aussi ça mon chapeau, en tant qu'activiste, ce sur quoi nous insistons beaucoup, et je suis contente que ça colle bien avec aussi mon rôle au sein du conseil, c'est que pour restaurer la confiance, il faut beaucoup plus de transparence, mais une transparence qui est intelligente, honnête, comme je disais tout à l'heure, et aussi qui sait faire preuve d'humilité et admettre que on s'est trompé, et nous allons ensemble apprendre à faire beaucoup mieux. Et quand je dis ensemble, c'est bien sûr ces entreprises-là, ce sont les autorités qui nous gouvernent, qui régulent, qu'elles le fassent aussi en faisant preuve de cette humilité-là, parce que je pense que nous avons tous besoin, hein, même nous, organisations de la société civile, Internet sans frontières en premier, nous avons dû faire beaucoup preuve d'humilité parce que nous avons aussi beaucoup appris sur les difficultés que rencontrent les gouvernements et aussi les entreprises pour appréhender cette question difficile de la modération des contenus et de la régulation en général des contenus sur les plateformes sociales et sur Internet en général. Merci beaucoup Julie Owueno de nous avoir rejoints pour cet entretien à Médias en scène. Et merci à vous tous d'avoir suivi cet entretien. Cette thématique est traitée dans de nombreuses autres sessions aujourd'hui à Médias en scène. Place maintenant à Édition, un Big Bang en perspective. Thank you.